Vous écoutez Procrastination, saison 9, épisode 18, Inscrire le temps qui passe. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. On parle très régulièrement du show don't tell, donc de la dramatisation, de l'importance de montrer plutôt que de dire, mais en première approche, peut-être du moins, ça peut venir s'opposer frontalement avec la notion de temporalité étirée. Le livre permet un truc qui est quand même très pratique, qui est de dire X millions d'années plus tard, virgule. Ça, c'est un truc qui est très facile à faire grâce à l'avantage du langage, mais quand on a des moments de temporalité plus étirés, narrer des temps de voyage, par exemple, qui sont quand même des choses qui sont assez fréquentes en imaginaire, on peut tomber sur une difficulté parce qu'on est dans quelque chose qui peut paraître un peu bâtard, qui est qu'on n'est pas dans la dramatisation des événements tels qu'ils sont vécus, on est dans quelque chose de plus lent, on essaie de rendre justement cette temporalité, mais le risque, évidemment, c'est de tomber dans quelque chose d'un peu plus mou, c'est de perdre l'intérêt, c'est de tomber dans l'infodump ou le balançage d'informations sans véritable nerf de narration. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de maintenir l'intérêt, pour construire justement ces passages plus étirés, plus peut-être en douceur, où l'attention se relâche un petit peu, et qui sont liés justement à la longue période. Comment est-ce qu'on peut marquer le temps qui passe de manière générale dans la littérature? Là-dessus, deux choses. Déjà, tout de suite, quand j'ai vu le sujet, il y a quand même quelque chose que j'ai voulu noter, c'est que parfois on a peur d'étirer le temps dans l'imaginaire en général, alors que parfois c'est nécessaire, notamment si vous voulez utiliser des univers crédibles. Par exemple, vous êtes dans un univers médiéval, votre perso, il a une grosse blessure, il va pas se remettre en 2 jours. Et il va pas aller gambader dans les 3 jours. Par moment, les voyages prennent du temps. Et ce temps, mine de rien, fait partie de ce qui a façonné la vision du monde de l'humanité pendant effectivement super longtemps. Et même maintenant encore, ce temps quand même, quand vous faites des trajets un peu longs, ça participe de ce qui va façonner votre façon de voir le monde. Et déjà, voilà, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui est intéressant dans ce temps long. Qu'est-ce qui est intéressant quand, par exemple, mon personnage, il est bloqué dans mon univers de médiéval fantasy dans le château perdu au fin fond de la province de Limousin-Nochki, qui est beaucoup inspiré du vrai Limousin. J'aime beaucoup Limousin, hein, j'ai des racines dans le Limousin. Enfin, je me permets. Mais voilà, en gros, il est au fin fond de la province de Limousin-Nochki, dans ce petit château. Et il est bloqué parce qu'il est blessé, parce que l'hiver passe, parce que n'importe quoi, en fait. Et soit il est bloqué, mais il veut pas être bloqué, soit finalement, il est content d'avoir trouvé un refuge. Enfin, il va se passer quelque chose quand même. Donc, comment faire pour que ce séjour au château ne soit pas un long tunnel d'ennui pour votre lecteur? Comment faire pour que le long voyage dans un char à bœuf depuis les tréfonds du nord glacé jusqu'au désert du sud, parce qu'on est dans un cliché de fantaisie, ne soit pas un long tunnel d'ennui pour votre lecteur? Là-dessus, 2-3 trucs très simples. Déjà, se souvenir que quand il y a que de l'action frénétique tout le temps, c'est chiant aussi. Et ça lasse aussi le lecteur qui peut pas reprendre son souffle. Casser les rythmes, c'est bien. Pas s'attarder trop forcément, mais déjà, voir qu'il peut y avoir quelques événements saillants pendant un voyage, pendant un long séjour, etc. Donc, jouer sur ces quelques éléments saillants. Et pas oublier que vos persos, ils sont pas les mêmes quand ils ont quitté le Nord glacé que quand ils sont arrivés dans le désert. Bah, vous-même, si vous faites un road trip, même de quelques jours avec des potes, bah, si ça se trouve, je vous le souhaite pas, mais il y a peut-être un pote avec qui vous vous serez un peu engueulé à la fin, quoi. Au contraire, il y a un ami dont vous vous serez vraiment rapproché, ça sera devenu votre meilleur ami pour la vie, parce que vous avez fait 15 jours de road trip ensemble. C'est ça aussi, en fait, le voyage qui change les gens. Ça permet de se rapprocher, ça permet de se connaître, de changer, etc. Et pour le long séjour dans ce petit castel qui ressemble énormément à un château limousin, c'est pareil. Ça va aussi, mine de rien, changer les gens. Si ça casse la quête de notre héroïne, de notre héros, elle va peut-être être super sur les nerfs. Par contre, si au contraire, ça lui permet de se reposer et de soigner sa blessure du dernier duel avant de pouvoir aller reprendre le combat, elle va peut-être accueillir ce moment-là. Donc voilà, concentrez-vous sur ce qui a de l'intérêt, passez vite sur les autres. Faites des ellipses, mais pas trop en fait, parce que quand même, dites-vous, il y a des moments importants dans cette pause, et c'est lesquels? Il y a des aspects importants, c'est lesquels? Ouais, évidemment, entièrement d'accord. En fait, ce que ça m'évoque deux, trois références quand tu parles justement de la blessure. Si ma mémoire est bonne, c'est Mordred de Justine Niogret qui parle quasiment intégralement Oh mais oui. de Mordred qui est sur son lit en fait, et comment il gère une grave blessure. Et sur la temporalité, alors je ne sais pas quelle validité accorder à ça, mais j'avais lu un article disant que l'âge d'or de la marine à voile
et les longs voyages, les très très longs voyages que ça impliquait, ont été importants dans les évolutions politiques des Lumières et toutes les réflexions, parce que ça fonctionnait comme des microcosmes et que c'était des endroits en fait où des idées sur des nouveaux modèles de société pouvaient incuber assez rapidement. Je trouve une des clés intéressantes pour en fait maintenir l'intérêt sur ces choses-là. Alors déjà, effectivement, comme tu dis, c'est de la scène de respiration, c'est comme en musique, hein, c'est le silence qui fait la musique, c'est le contraste qui permet de faire saillir d'autant plus fort les moments forts, c'est quand on a justement la place d'avoir des scènes de respiration pour reprendre son souffle, et puis en plus, pour les personnages aussi, en général, faire le point, comme ton exemple avec la duelliste qui a besoin d'un temps de repos, avant justement de faire relancer d'autant plus fort l'action et de monter encore plus haut, ce qui n'est possible que quand on a justement le temps de calmer le jeu un petit peu. Il y a 2 outils qui sont vachement intéressants pour essayer de naviguer ça. Le premier, c'est toujours ma marotte, c'est le conflit narratif. Et je trouve qu'il y a une scène qui est vachement intéressante à étudier pour ça, c'est dans Star Wars Un Nouvel Espoir, la scène dans le Faucon Millenium où en fait ils viennent de quitter Mos Eisley, ouf, ils ont réussi à quitter avec l'Empire qui les canarde, ils sont en hyperespace et ils vont vers Alderaan pour aller donner les plans. Alderaan dont on sait qu'il n'existe plus puisqu'elle s'est fait dynamiter par l'Étoile Noire. Et en fait il y a une scène de downtime, de respiration qui a l'air de rien en fait. Il y a Chewbacca qui joue aux échecs contre R2D2 et 6PO, il y a Obi-Wan qui donne un peu d'entraînement à Luke justement avec le casque, qui commence à lui enseigner la force, et il y a Han Solo qui vient et qui dit ouais tout ça c'est du flan. Et ben en fait cette scène elle est absolument vitale pour l'équilibre du film parce que c'est le seul endroit où l'on voit Obi-Wan Kenobi enseigner la force à Luke. Si vous enlevez cette scène-là, la fin, quand il entend « Oh, lui, fais confiance à ton intuition pour quand il balance les torpilles dans l'Étoile Noire », elle ne marche plus. Et c'est une scène qui est hyper riche en conflits narratifs. On a la compétition amicale entre les droïdes et Chewbacca. On a Luke qui essaie d'apprendre un truc. On a Obi-Wan qui est mystérieux. Et on a Han Solo qui vient et qui dit « Tout ça, c'est des conneries ». Et ben tout ça, c'est que du conflit narratif de partout. Et le conflit narratif, il est basé sur le fait qu'on a des gens qui amènent au monde et à la narration ce qu'ils sont, et que il y a ne serait-ce que des différends, des désaccords, des échanges. Et c'est la première grille pour moi qui est super importante pour arriver à dynamiser justement les scènes de downtime, parce que dynamiser une scène d'action, globalement, c'est pas si difficile. Alors il y a des défis techniques, mais les enjeux sont hyper évidents. Donc c'est facile à lire entre guillemets en termes à déchiffrer. C'est pas si difficile. Par contre, avoir des enjeux qui sont plus en demi-teinte, les transmettre, maintenir une sorte de tension, là, c'est vachement plus chaud quand on n'a pas l'enjeu immédiat de si je pars pas l'épée, je vais mourir. Donc, c'est un truc qui est vachement important de réfléchir. Qu'est-ce que sont les personnages? Qu'est-ce qui est saillant pour eux? Et l'autre truc, dans le tissu même de la narration, personnellement, ce que j'ai tendance à... Alors, c'est mes termes, hein, donc voilà, hein, ils valent ce qu'ils valent. C'est ce que j'ai tendance à appeler le show d'ordre supérieur, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on raconte, évidemment, on choisit toujours l'information et on peut dramatiser des choses qui n'ont pas besoin d'être un récit seconde par seconde de tout ce qui se passe. On le fait de base. Je veux dire, si Jean-Eudes, héros de fantasy, sort avec son armure sur le dos, on se doute bien qu'à un moment, il s'est réveillé. On va à ce qui est saillant directement. On peut faire ça dans la même chose, dans des choses qui sont étirées. C'est un peu nébuleux, donc je donne un exemple que j'ai utilisé, je prends le mien parce que forcément je le connais, et que j'ai utilisé ça de façon très saillante. Dans le 3e tome des Dieux Sauvages, j'ai le jeune prince qui est en train d'essayer de gérer un peu comment il peut la guerre qui est en train de bouffer son royaume, en gros. Donc, il va chercher des appuis là où, en gros, les gens sont restés un peu loin en leur disant, pop, il faudrait mettre un peu la main à la pâte. Il a donc un voyage à cheval avec une délégation. Et en gros, l'idée pour moi, c'est aussi de montrer que c'est du voyage, c'est un peu long, c'est dans les montagnes, etc. Mais ça peut juste être une scène de description qui se serait très vite essoufflée. Je pense, en tout cas pour moi, ça s'essouffle très vite. Donc, la manière de faire du show d'ordre supérieur, la dramatisation d'ordre supérieur, c'était justement de rattacher ça à l'importance des personnages, à l'importance des enjeux et à sa volonté, donc toujours en fait de faire du conflit narratif. Et en gros, en l'occurrence, c'est que évidemment, il y a la fille du duc et qui s'entend bien, qui a l'air de plutôt être sympa. Puis bon, il a 16 ans, alors bon, il commence un peu à regarder les filles, mais en même temps, il est très timide, alors il ose pas trop, voilà. Et du coup, je vais pas raconter par le menu. Juste à la pause de midi, elle l'a regardé, elle lui a souri.
Et je vais pas raconter 15 événements comme ça, c'est beaucoup trop chiant. Donc, la manière de faire, c'est de passer à un niveau supérieur de narration, c'est-à-dire en disant un peu sur la durée, en gros, les échanges, mais pas vraiment de faire du tel, mais de les relater. C'est une forme de dramatisation, mais qui est d'ordre supérieur, c'est pas du tel non plus. Et aussi, comme il est quand même là pour essayer de gagner une guerre, et qu'on est en région minière, il regarde, il est attentif à ce qu'il voit autour de lui, comment vivent les gens. Est-ce que l'économie va bien? Est-ce que ça va pas trop bien? C'est une région minière, donc à quoi ressemblent les mines? Il s'arrête pas à tous les coins de rue, mais en gros, il essaie de gagner une espèce de sentiment global de là où il va, en fait. Et donc, j'ai utilisé ces deux outils-là comme outils narratifs pour, par ailleurs, faire une scène de respiration, parler aussi de la région, etc., parce qu'on est en fantasy épique, et donc on est quand même là un peu pour voyager aussi de temps en temps. Donc, c'est ça que je veux dire. Je prends cet exemple-là parce que ça me paraît plus clair d'en prendre un plutôt que de perdre dans des termes techniques. Voilà ce que j'aurais tendance à parler en parlant de dramatisation d'ordre supérieur. C'est-à-dire que ça peut être 3 jours de voyage dont on peut donner la temporalité dans son impression en 2, 3, 4 pages avant d'arriver sur place, où en gros les négociations vont reprendre et on va recommencer à s'engueuler, quoi. Oui, et pour rebondir sur ce qu'a dit Lionel, alors déjà 2 choses sur ton exemple de Star Wars et de ce temps calme dans Star Wars, quelque chose qui peut donner aussi, mine de rien, qui peut retenir l'attention dans ces passages justement de pause, c'est que par ailleurs, il va y avoir un décalage entre ce que vivent les personnages et ce que c'est le lecteur. Et dans Star Wars, ils croient qu'ils vont aller sur une planète cool et sympa, en fait, ils vont vers un truc qui n'existe plus. Ou par exemple, ils croient qu'ils font une pause et en fait, donc pendant qu'ils sont dans le joli château en hiver, autour il y a tous les gros méchants qui sont en train de se rassembler. Et les gros méchants, c'est des sangliers mutants irradiés parce que le monde est toujours inspiré du Limousin, je le rappelle. Voilà. Et donc on voit les gens faire des pauses tranquilles et être en train de chanter des petits laits, pas la lait du sanglier, la musique au château. Désolé pour mon humour nul. J'adore. Et d'un autre côté, on suit les sangliers irradiés qui se rassemblent dehors. Et ça va donner aussi du corps, quoi. Et ça fait que le petit moment de pause, en fait, c'est le moment donc où il y a cette tension-là quand même. Et après aussi, on peut pousser le jeu plus loin. Et c'est montrer l'importance qu'ont les petits moments. Par exemple, Lionel, tu parlais des voyages maritimes. Au XVIIe, XVIIIe aussi, l'un des principaux risques sur les voyages maritimes, bon, c'est évidemment le scorbut, mais pas que, c'est aussi l'ennui. Et tout ce que ça peut faire comme tension dans un équipage, etc., les risques de mutinerie, tout ça. Par exemple, les risques de désertion aussi quand on arrive à terre, qui est un des très gros problèmes de la marine anglaise. Et juste l'ennui, en fait, quel effet ça peut avoir sur les gens. Et étirer ce temps d'ennui, en faire un enjeu en soi, c'est aussi super intéressant. Et si vous voulez lire des grands classiques, là, le classique ultime, vous lisez Le désert des Tartares, bien sûr, où en gros, donc un homme attend une invasion qui n'arrivera jamais. Et c'est comment toutes les petites choses qui se passent pendant qu'il attend prennent une importance énorme et finissent par constituer une vie, en fait. Voilà. Si vous voulez du grand classique, vous lisez ça. Et pareil, encore une fois, lisez une première fois en tant que lectrice, en tant que lecteur pour apprécier le livre. Lisez une deuxième fois en tant qu'écrivain pour essayer de voir un peu comment ça fonctionne. Estelle, je suis navré par avance, mais je propose que nous collaborions sur ta série de fantasy épique inspirée du Limousin et on pourrait appeler ça Les Vieux Sauvages. Oh oui, je veux. Moi, je vais rien ajouter parce que qu'est-ce que je peux dire de mieux que des sangliers irradiés du Limousin? Puis d'abord, j'aime pas le temps long. Voilà. Petite citation pour terminer. Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté. Jean de la Bruyère. C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire.